avons décidé avec le chef de l'État, avec l'ensemble de mes collègues du gouvernement, de conjurer le sort de ce qui s'appelle l'heure béninoise, qui en général s'applique aux manifestations de notre secteur, le secteur des arts et de la culture. Vous savez que quand nous organisons nos événements, nos invités, même quand ils ne payent pas, ils se font attendre pendant des heures. Et donc, que notre première rencontre ait pu commencer à l'heure, je voudrais vraiment vous en remercier très sincèrement. La présentation du programme d'action du gouvernement. Vous avez eu droit au cours de cette présentation à la présentation du programme d'action sectoriel sur le tourisme, la culture et le sport. Mais qu'il vous souvienne que cette présentation a duré entre eux pour tout 5 minutes et qu'au cours de cette présentation, les grandes lignes vous ont été exposées. Par la suite, il y a eu des émissions qui ont été organisées pour que chaque ministre ait la possibilité de décliner l'essentiel de son action sur le quinquennat. Cette émission, notamment celle qui a été présentée par mon prédécesseur au tourisme et à la culture, le ministre Ange, a planté, on va dire, le décor. Mais depuis, quelques mois se sont écoulés. Et au cours de ces mois, une tentative de relance, mais avec un impact qui n'est pas à la hauteur de ce que nous attendons. Et puis, comme vous le savez, plusieurs initiatives nées de la volonté des différents gouvernements qui ont fait dépenser plusieurs milliards sans grand résultat. Ceci ne veut pas dire que les ressources qui ont été engagées par le passé n'ont pas produit d'effet, mais ceci veut dire une fois encore qu'au regard du talent qui est le vôtre dans les différents secteurs, au regard de la volonté qui a été celle des gouvernements, au regard des montants qui ont été engagés, normalement le Bénin devrait être la référence en Afrique, mais pour l'instant ce n'est pas le cas et c'est ce défi que j'ai envie de relever avec vous. En définitive, notre constat est que le potentiel de notre secteur des arts et de la culture est bien au-delà des performances actuelles du secteur. Ceci en raison d'un certain nombre de problèmes qui persistent. Parmi les problèmes persistants que vous connaissez une fois encore mieux que moi, il y en a quelques-uns que nous avons décidé de vous présenter. Le premier, c'est l'absence de la loi portant financement de la culture. Je sais que c'est un plaidoyer que beaucoup d'entre vous ont fait. Il y a également l'absence d'un cadre d'expression des talents. Aujourd'hui, même quand un artiste a envie de faire le tour du pays, qu'il soit plasticien, qu'il soit dans le théâtre, qu'il soit dans la musique, qu'il soit slammer, qu'il soit rappeur ou autre chose, il n'a pas d'espace pour s'exprimer dans les départements et dans les communes. Ce sont les maisons de jeu, ce sont les places publiques qui sont transformées grâce au génie de nos ingénieurs, régisseurs, son et autres, qui arrivent à nous offrir des cadres pour faire un minimum. Quand on veut faire un gala de mode aujourd'hui au Bénin, on n'a pas d'espace adéquat. Et cette rencontre que nous tenons, si notre pays était doté d'infrastructures au nord, cette rencontre aurait dû se tenir dans la maison des artistes. Cette maison qui est un projet phare sur lequel je suis prêt à prendre le challenge que mon successeur, celui qui viendra vous présenter un jour sa politique à lui, fera cette rencontre pas au Palais Tulipe, mais dans la maison de l'artiste. De notre analyse, l'absence d'un mécanisme approprié de financement des projets artistiques et culturels. Vous le savez, le fameux fonds d'aide à la culture que nous avons aujourd'hui fait mourir et renaître sous une nouvelle appellation, Fonds des arts et de la culture, et toutes les autres initiatives qui proposent des financements de projets artistiques et culturels, mais tout ça dans des conditions qui ne sont pas tout à fait convenables. Donc, au niveau des problèmes, il y a également l'épineuse question de la couverture sanitaire des artistes et des acteurs du secteur. Comme vous le savez, à chaque fois qu'un artiste tombe malade, c'est le drame total. Aussi bien pour sa famille, ses amis, sa corporation, que nous autres, qui sommes gouvernants, qui sommes également citoyens. Combien de fois n'avons-nous pas vu sur les réseaux sociaux des photos d'artistes, obligés de se photographier dans leur lit, obligés de se photographier avec leur perfusion pour appeler au secours. Alors qu'on peut très bien structurer la protection sociale, l'assurance, la couverture sanitaire des artistes et éviter que des personnes qui ont du talent, qui ont fait notre fierté, qui ont pu, par leur art, par leur génie, par leur intelligence, égayer des millions de personnes, que ces personnes, lorsqu'elles ont un petit souci de santé, ne se retrouvent pas comme si elles n'avaient jamais existé. Et donc nous avons pensé qu'il était nécessaire de sortir cet aspect parmi les problèmes d'assistance pour y apporter une solution. Il y a la question de la visibilité de la culture béninoise au plan international. Je ne vous apprends rien. Combien n'êtes-vous pas à participer à des événements à l'étranger? Mais combien sommes-nous à le savoir? Déjà au Bénin. Et ensuite,
Nous nous plaignons parfois que dans notre univers, la musique, les arts, les productions culturelles et artistiques des autres nous envahissent. Nous nous plaignons parfois en disant que notre marché est ouvert alors que nous ne sommes pas chez les autres. Mais en réalité, c'est un marché universel. Aujourd'hui, le secteur des arts et de la culture est universel, il n'y a plus de frontières. Donc il ne faut pas s'indigner de ce que les autres entrent sur notre territoire, il faut se donner les moyens d'entrer sur le territoire des autres. C'est pour ça que moi je ne suis pas dans l'indignation, la dénonciation, je suis dans la planification de l'action pour inverser la tendance. Et c'est pour ça que nous avons donc diagnostiqué cela en disant qu'en définitive, il y a à cette date une faible visibilité de la culture béninoise dans son ensemble au plan international. Le marché local et sous-régional quasi inexistant. Nous aurions pu mettre inexistant, parce que pour nous, ce n'est pas un marché. Mais pour ne pas donner l'impression de ne pas reconnaître ce qui est déjà fait, nous voulons bien accepter avec vous que lorsque quelqu'un produit et qu'il vend, ici ou dans la sous-région, c'est un marché. Mais pour ce que nous avons envie de faire, pour ce que le gouvernement du président Patrice Talon a envie de faire, ce qui existe aujourd'hui, qui permet à l'artiste, au créateur, d'épauler son œuvre, n'est pas encore un marché. Et donc, c'est pour ça que nous parlons de marché local et sous-régional quasi inexistant. L'industrie culturelle. Je veux remercier nos compatriotes qui se battent dans un univers qui n'offre pas beaucoup d'opportunités pour faire naître un embryon d'industrie culturelle. Les distributeurs, les producteurs, les entrepreneurs culturels. Mais vous le savez mieux que moi, il n'y a pas d'industrie culturelle en bonne et due forme dans notre pays à cette date. Et c'est un défi que nous devons, vous et moi, relever ensemble. Enfin, il y a l'absence d'un mécanisme de renforcement des capacités et de financement des industries culturelles. Je ne vous apprends rien. Vous savez très bien que dans notre pays, en ce moment, il n'existe pas de mécanisme de renforcement des capacités. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement des industries culturelles et il n'y a presque pas de mesures de financement. Ceux qui ont tenté les petites initiatives ont dû le faire en recourant à leurs propres moyens ou bien en allant prendre de l'argent dans des institutions financières avec d'autres critères et parfois avec des garanties qui dépassent même le montant du crédit alloué. C'est une réalité que nous souhaitons conjurer au passé. Nous avons, au regard de cette analyse qui a été faite, au regard de cet état des lieux que je viens de vous présenter, qui une fois encore extrait quelques éléments, mais ne vous renseigne pas plus que ce que vous savez, nous avons essayé, avec le soutien du chef de l'État, l'ensemble de mes collègues du gouvernement, de proposer une stratégie faite de réforme et d'action. Nous avons d'abord décidé de mettre en œuvre un programme de détection, de formation, de promotion des talents à la base. Ce programme se retrouve à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le milieu scolaire. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Nous avons décidé de faire du recrutement, de la formation et du déploiement d'encadreurs culturels qui sont donc envoyés dans les différentes communes pour prendre en charge nos enfants qui, librement, pourront s'inscrire en chant, danse, musique et théâtre. En réalité, il s'agit de retourner la culture en milieu scolaire, à l'école. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que nous n'avions pas la possibilité d'embrasser tous les aspects du secteur des arts et de la culture. Mais nous avons considéré qu'en regardant ce qui a déjà été fait dans notre pays et en faisant une analyse minutieuse du potentiel des enfants qui sont en milieu scolaire, et je rappelle que le but de ce programme n'est pas de les déscolariser, mais plutôt de créer un début d'émulation, nous avons considéré que le chant, la danse, la musique et le théâtre serait un bon début pour consacrer déjà le retour donc, de la culture en milieu scolaire. Pour ce programme, le territoire béninois a été divisé en 93 zones. Non, en 89 zones, à savoir les 76 communes, à l'exception de Cotonou, et Cotonou, dont chaque arrondissement a un statut de commune, donc ça fait 13. Ce qui va se passer, c'est que les enfants dans les écoles vont s'inscrire librement auprès de leur directeur, de leur censeur, dans une discipline de leur choix. Les encadreurs sont déployés par l'État central, par le ministère, payés par l'État central pour former ces enfants. Alors, qui sont ces encadreurs-là? Ces encadreurs-là, c'est vous et ceux que vous avez formés. C'est ceux d'entre vous qui ont envie de partager un minimum avec nos jeunes. C'est ceux qui ont reçu des formations de vous, qui peuvent communiquer en milieu scolaire un minimum aux enfants sur les fondamentaux en chant, danse, musique et théâtre. Et donc, il reviendra à l'État
de faire la dotation en équipement pour l'animation de ces classes, de faire une mise en place de subventions pour l'organisation de concours départementaux et nationaux interclasses culturelles en vue de la détection des talents. En fait, l'idée est de dire que même si le but n'est pas de déscolariser nos enfants pour en faire tous des artistes, lorsque nous les organisons en classe, qu'ils ont un encadreur, il est important qu'à un moment donné, il y ait de la compétition entre eux. Et donc cette compétition se déroulera parfois au niveau communal, ensuite au niveau départemental et progressivement nous arriverons donc au niveau national. Ce qui permettra à terme d'avoir chaque année la place culturelle championne dans chacune de ces catégories par département et enfin au plan national. Et tout ça, nous avons souhaité l'implémenter avec une habitude qui existait dans notre pays, qui a fait de certaines personnes comme moi des petits chanteurs, c'est-à-dire les intercollèges. Vous le savez tous, il était dans la période dite des vacances presque obligatoire pour ceux qui sont perçus comme ayant un talent minimal d'aller représenter leur école dans les compétitions que nous appelions les intercollèges. Nous pensons qu'aujourd'hui, si nous instaurons à nouveau dans notre pays des compétitions entre ces enfants dans nos collèges, cela va faciliter l'émulation. Mais attention, ces intercollèges ne se feront plus avec du Céline Dion. Ça va se faire avec du Nel Oliver, avec du Sénat, avec du Dans ce programme, il y a un dernier volet qui est important à considérer, c'est celui de la production des meilleurs talents détectés lors des concours. Production pourquoi? Parce qu'il est possible que, comme je l'ai dit, même si nous ne souhaitons pas déscolariser les enfants, il est possible qu'un enfant émerveille tout le monde. Je rappelle que l'encadrement des classes culturelles va se faire avec les formateurs, mais que les compétitions vont se faire sous la supervision des professionnels que vous êtes. Nous allons vous solliciter dans tous les secteurs, nous allons vous organiser par groupe, et vous allez gentiment, de manière républicaine, accepter de partir en mission à l'intérieur du pays pour suivre les compétitions entre ces enfants-là, parce que nous voulons nous assurer que la notation se fasse de manière professionnelle. Et donc, c'est avec ce que vous aurez dit de ces enfants dans les différents domaines que nous allons extraire ceux qui, selon vous, sont les plus talentueux. Et ceux-là, s'ils souhaitent faire un petit album, s'ils souhaitent faire un petit maxime de 4 titres, 6 titres, nous allons les accompagner pour les aider en même temps qu'ils sont à l'école à profiter de cette passion qui est la leur, qui est dans les arts et la culture. Il est important de noter que, à côté de ce programme, qui est en milieu scolaire strictement, nous avons pensé aux autres béninois qui sont dans les communes, qui ne sont pas à l'école, qui pour des raisons parfois et très souvent même indépendantes de leur volonté, sont déscolarisés, mais qui ont du talent. Alors nous avons souhaité les encadrer également. Et vous savez bien que entre quelqu'un qui ne va plus à l'école et quelqu'un qui est à l'école, celui qui ne va plus à l'école a plus de temps pour travailler et développer son talent. Donc, ce qui est fait en miniature au niveau des écoles va se faire à un niveau plus important dans les communes au profit de ceux qui sont déscolarisés ou bien de ceux qui ont une fonction, un emploi, qui sont artisans et qui ont envie d'embrasser une carrière culturelle. De grâce, l'idée est de dire que maintenant le Bénin va démontrer à la face du monde qu'il est un grand pays. Et donc, nous n'allons plus, en tout cas nous l'État, accompagner des artistes qui ne sont pas des artistes. Nous allons demander aux artistes d'accepter de travailler le talent. On peut être brillant, on peut être talentueux, mais pour être un artiste, il faut travailler. J'aime donner un exemple qui est dans le domaine du sport, dont j'ai également la charge. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont talentueux, mais ils s'entraînent. Donc, le talent brut est une chose, mais nos artistes, nos jeunes artistes, nos talents en herbe vont bien vouloir patienter, faire le chemin comme vous et accepter qu'on les accompagne pour pouvoir les révéler. C'est bien pour ça que ce qui est prévu à ce niveau, c'est des campagnes de détection de talents en herbe, mais vous verrez qu'il est écrit détection, regroupement, formation et compétition. Pourquoi? Parce que quand nous avons détecté les talents à ce niveau, puisque ce sont des personnes qui ne sont pas en milieu scolaire, nous pouvons très bien mettre le maximum d'énergie, le maximum d'accompagnement pour voir si, en soutenant ce talent, il peut devenir un artiste confirmé. Et donc, quand nous avons fini de faire la détection, nous allons les regrouper.
Le but n'est pas tout de suite de faire de la compétition pour dire qui est bon, qui n'est pas bon. Si nous faisons ça, nous pouvons perdre certains talents en cours de route. Nous allons les regrouper et c'est encore vous, avec les formateurs dédiés, qui allez faire la formation de ces talents. Il y a des émissions que je ne citerai pas qui se passent aujourd'hui où les candidats ont des coachs qui sont parmi les stars confirmés. Donc ça va se passer un peu comme ça et c'est vous qui allez les encadrer, les rendre aptes à la compétition et ce n'est qu'après donc le regroupement et la formation que nous allons lancer les compétitions. Mais cette fois-ci, ces compétitions se passent au niveau communal et départemental. Vous remarquez qu'à ce niveau, nous avons ajouté les arts plastiques. Pourquoi? Parce que nous avions même souhaité qu'en ce qui concerne les arts plastiques, nous instituions à nouveau le retour du dessin à l'école. Mais il y a une difficulté. La difficulté, c'est que même si le dessin, et je parle sous le contrôle de Julien Sizogan, de Charlie Damien et autres, le chief Romian Azoumé, même si le dessin peut donner des aptitudes à un enfant, être plasticien, ce n'est pas une mince affaire. Je dois vous faire la confidence qu'au départ, en regardant les tableaux, je n'y comprenais rien du tout. Et je suis sûr que c'est le cas pour beaucoup de personnes et même beaucoup de nos compatriotes. Devenir plasticien, ça demande du sérieux, de la concentration. Donc, nous allons attendre de sentir vraiment le talent en ces jeunes au niveau communal avant de demander à ces pros, à ces experts de haut niveau de venir les encadrer pour pouvoir donc les former. C'est donc pour ça que l'art plastique, dans la partie compétition, pour déterminer les meilleurs, ne commence qu'après la formation dont ils auront bénéficié de la part des plasticiens qui sont confirmés. Quand nous avons fini de faire donc cette détection, regroupement, formation, compétition en chant, danse, musique, théâtre et art plastique, nous souhaitons organiser des animations culturelles. Vous le savez très bien, cela manque aujourd'hui dans nos communes. Ne serait-ce qu'entre ces personnes qui vivent à l'intérieur des 77 communes du Bénin et qui ont aussi envie de se distraire. Nous voulons organiser ces animations culturelles en théâtre, en musique traditionnelle, en musique moderne et nous voulons, comme je l'ai dit pour le programme précédent, mettre en place un système, un mécanisme de production des talents détectés au cours de ces concours-là. Maintenant, je vais en venir aux artistes confirmés. Ce que nous appelons artistes confirmés, c'est ceux qui se sont déjà débrouillés pour être des artistes. Je rappelle qu'à l'école, nous avons nos jeunes talents. Je rappelle que dans les communes, nous avons ce que nous appelons les talents en herbe. Ils ont l'expression du talent brut, mais cette expression a besoin d'être encadrée. Alors, les artistes confirmés, dans tous les secteurs, ce que nous souhaitons faire, c'est leur apporter un soutien à la production et à la promotion. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, combien de personnes ne croisons-nous pas, aussi bien vous que nous, disant j'ai du talent, j'ai un single, je sais dessiner, j'ai 2-3 tableaux, je sais faire du théâtre, je suis un très bon slameur, je suis plus fort que Kamal Raji, etc. Combien ne sont-ils pas? Mais qui va leur donner la chance si nous ne le faisons pas? Évidemment, l'État ne sera jamais capable de produire tout le monde. Mais ce que nous voulons faire, c'est un soutien à la production. Ensuite, c'est un soutien à la promotion. Vous savez qu'il est possible d'offrir des bons de studio. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont des studios. Nel Oliver est là, je connais son studio, il y en a d'autres. Nous pouvons très bien prendre sur nous de dire que ce jeune va enregistrer dans le studio de Nel, que Fifi Fender va arranger son son, mais que nous allons, avec Soul Bass et autres, mettre, nous, l'État, le minimum pour leur permettre de dire l'État nous a accompagnés pour produire quelque chose. Ne serait-ce que pour les lancer, quitte à ce qu'ils se débrouillent après, donc cela se fera au cas par cas. Ensuite, nous souhaitons faire ce que j'appelle la promotion des œuvres, de manière globale. Et ça, nous voulons le faire à travers l'intensification de la diffusion sur les médias, mais d'abord les médias nationaux. Je sais que les médias font des efforts. Il y a aujourd'hui plusieurs tranches d'antenne qui sont réservées à la promotion de la culture béninoise, mais nous allons le structurer et l'intensifier davantage. Ensuite, nous allons commencer par entrer sur les médias sous-régionaux et internationaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Si vous passez sur certaines chaînes, dont je vais taire le nom par courtoisie, vous êtes considéré comme un artiste qui marche. Si on voit votre documentaire, un reportage sur vous dans certains endroits, si vous avez fait un vernissage dans certains endroits du monde, vous êtes considéré comme quelqu'un qui marche.
Si vous êtes invité au Massa, vous êtes considéré comme quelqu'un qu'on connaît. Et pourtant, nous avons le FIDEL. Je vais y revenir. Et donc, aujourd'hui, ce que nous souhaitons faire, c'est intensifier la diffusion de nos œuvres, toutes tendances confondues, sur les médias appropriés. Chaque secteur ayant son média, nous allons faire en sorte qu'avec l'accompagnement de l'État, les nôtres ne soient plus invisibles. Je voudrais également parler de quelque chose de très très important. C'est ce qu'on appelle les temps d'antenne spéciales tel pays, spécial tel pays. Vous savez, aujourd'hui, les chaînes de télévision proposent même aux artistes, à leurs producteurs, de payer les montants pour être visibles. Il est possible de retenir que sur tel ou tel média, de tel ou tel secteur des arts et de la culture, nous achetons un temps d'antenne spécial Bénin pendant lequel nous faisons diffuser les œuvres du Bénin. C'est possible de le faire et le gouvernement s'engage à le faire à partir des semaines qui viennent. Nous souhaitons, mesdames et messieurs, et ça, je sais que beaucoup d'entre vous vont souffler et se dire, enfin, nous souhaitons organiser une soirée de récompense des meilleurs artistes, le gala des stars, c'est comme ça que je l'ai dénommé. Vous le savez, nous avons initié au niveau des sportifs ce que nous avons appelé le gala des champions. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, qu'il n'y a pas de miracle dans ce que nous faisons. Nous avons récompensé 85 sportifs en 2017. 85. Ça a suffi pour que les personnes qui ont été récompensées ne payent pas en performance. Il y a Bénin Top 10. J'ai reçu Nicanor qui est assis à côté de Richard Flash, qui est son prédécesseur en tant qu'artiste de l'année. C'est Simel qui est là aussi. Ce que je souhaite, c'est qu'au-delà de ce qui se passe dans les médias, nous puissions nous aussi avoir un événement VIP, je précise, VIP. L'époque de la culture des malheureux est terminée, elle est révolue au Bénin. Un événement très important. Et cet événement va récompenser les meilleurs artistes dans les différentes catégories. Ça sera une soirée de gala où je souhaite voir tout le monde en bleu papillon, bien habillé, bien dressé comme au Grammy. Les artistes sont libres de s'habiller comme ils veulent. L'idée derrière ça, s'il vous plaît, l'idée derrière ça, c'est de considérer que ce que nous voyons sur les médias, la télé, ce que nous voyons dans les autres pays, nous sommes tout à fait en mesure de le faire. Je vous le répète, le Bénin est un grand pays. Votre talent seul suffit pour le prouver. Ce qui a manqué à notre pays, c'est la combinaison du talent, de la volonté de l'État et d'une bonne organisation. C'est ça qui a manqué. Sinon, nous avons tout pour réussir. Ne croyez pas que le Bénin est un pays pauvre. Le Bénin a l'argent pour avancer. Le Bénin a les ressources. Si nous acceptons de rationaliser, d'optimiser, nous avons les moyens de financer le peu qui peut nous permettre d'exister. Le Bénin est pétri de talent. Ce qui manque, c'est l'organisation. Et le Bénin a les moyens de s'organiser. Et donc, le gouvernement aujourd'hui a dit, nous nous organisons pour être le catalyseur de l'ensemble de cette énergie pour pouvoir la transformer donc en performance. Et le but est de faire de Cotonou à terme la capitale de la célébration de la musique béninoise, déjà entre nous, et puis si les gens s'intéressent à ce que nous faisons, eh bien, africaine. Enfin, mesdames et messieurs, il manque quelque chose à l'agenda de nos artistes. C'est ce que j'appelle les concerts tournants dans les départements. Aujourd'hui, les artistes béninois ne sont vus que sur les médias, sur les réseaux sociaux et autres. Lorsqu'ils doivent partir en tournée pour faire connaître ce qu'ils font au public qui est à l'intérieur de notre pays, ils sont obligés de le financer eux-mêmes. Et en général, c'est dans des conditions très difficiles, en sachant que par ailleurs, il n'y a pas d'infrastructure. Et donc, nous souhaitons organiser des concerts tournants dans les départements. En fait, on prendra par groupe d'artistes, on va faire une programmation ensemble avec vous, et nous allons faire profiter nos compatriotes aussi de la richesse de notre talent. Nous avons fait une expérience le 1er août dernier. Nous avons réussi à faire le 31 juillet, le 1er août, 2 bons concerts, un à Parakou, un à Cotonou. Évidemment, il n'y avait pas tout le monde, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, il y avait quand même une bonne quarantaine. Ce que nous voulons faire à partir de maintenant, au-delà de l'indépendance et autres, puisque je souhaite que
pour la prochaine indépendance, le Bénin célèbre les 50 ans de Pauline Rico, ce que nous allons faire, c'est plutôt de partir sur des concerts tournants. Et dans ces concerts, nous allons mixer les artistes confirmés avec les talents locaux pour pouvoir leur donner envie également de travailler pour ressembler à leurs amis. Alors, il y a la question des industries culturelles. J'insiste là-dessus parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, nous avons bel et bien les moyens de développer une industrie culturelle à la taille de notre pays. Et ensuite, d'investir le marché sous-régional. Ce que nous avons prévu, c'est d'abord de rappeler que le gouvernement actuel a déjà, sous l'impulsion du chef de l'État, mis en œuvre la mesure relative à la défiscalisation des investissements et salaires culturels. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est déjà effectif. Le président Patrice Talon l'a déjà inscrit. C'est déjà effectif. Aujourd'hui, les salaires et investissements culturels sont défiscalisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les salaires et investissements culturels, à partir de cette loi de finances 2018, vous ne payez plus 5 francs d'impôt. Et ça, beaucoup de gens le savent. Ensuite, nous avons mis en place un fonds de bonification des charges financières et des crédits au profit des promoteurs d'entreprises et industries culturelles. Aujourd'hui, quel est le problème? Le vrai problème, c'est comment on finance les initiatives, les projets et les entreprises. La question pour nous est de dire, qu'est-ce que nous apportons comme solution? Si l'État dit, je mets 1000 milliards, rien que pour la culture, vous savez très bien que les requêtes, les demandes vont exploser ce montant. Aucun État au monde ne sera en mesure de couvrir entièrement les besoins de son secteur des arts et de la culture. Donc, nous allons faire en sorte que les projets qui sont viables soient financés. Mais quel va être notre rôle? Notre rôle va être de dire, si l'acteur culturel veut mettre 5 millions dans son projet, et qu'il sait que le projet va lui rapporter 6 millions, et que la banque lui demande 2 millions d'intérêts, l'État va se substituer à l'acteur pour payer les 2 millions d'intérêts. Ça veut dire qu'en définitive, vous faites une mise, vous recevez un crédit, vous remboursez seulement le montant que vous avez reçu, nous vous payons les intérêts à votre place, et vous vous en sortez avec l'intérêt généré par le projet à votre avantage. L'État ne peut pas faire mieux. Aucun État ne peut régler, à moins de créer de la discrimination, à moins de créer les groupes d'artistes pro tel ministre, ensuite les groupes d'artistes pro tel autre ministre. À moins de faire ça, ce qui ne nous a pas arrangé jusque-là, l'État ne peut se positionner que de manière objective. Et ce projet est important. Il faut que chacun de vous en prenne bonne note. Non seulement nous avons dit plus d'impôts sur les salaires et les investissements culturels, ensuite nous disons, vous avez un crédit pour financer un projet, nous payons les charges, quel que soit le niveau, nous rentrons dans le processus avec nous, nous discutons avec les banques avec vous et nous payons les intérêts à votre place. Je considère que le promoteur qui est vraiment consciencieux, qui a envie de faire grandir son projet, qui obtient de la part de l'État cette mesure d'accompagnement qui consiste à le soulager des intérêts, normalement devrait s'en sortir heureux. Il y a quelques exemples que nous avons mis pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire. Les registres sont lumière. J'ai vu quelques régisseurs dans la salle. C'est un business qui marche dans notre pays. Vous le savez, les propriétaires, nos amis qui ont le matériel, ils se portent bien, et parfois mieux que les artistes. Je dis ça, je dis rien. Je me connais parmi eux, dont je vais taire le nom, qui souhaitent passer à une dimension plus forte, qui souhaitent que si nous voulons faire 2, 3, 4 spectacles simultanés dans notre pays, nous ne serons plus obligés d'aller prendre de la sono dans les pays voisins. Ceux-là peuvent le faire. Les promoteurs d'événements culturels également. N'hésitez plus, concevez vos événements comme des projets en bonne et due forme, avec un budget, allez au financement, nous allons vous accompagner. Et enfin, la chaîne du livre, les éditeurs. Aujourd'hui, presque personne ne prend en eux. Si vous vous présentez dans une banque en disant « je vais éditer le livre qui parle de Vincent Akéké et de Pauline Rico », personne ne va vous suivre. Parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Nous sommes prêts, nous, État, dans le cadre de la bonification des charges financières, à vous accompagner pour gérer la partie d'intérêt de culture. Il y a le soutien et l'accompagnement du ministère à l'éligibilité au code des investissements. Le code des investissements, disons que c'est un régime particulier qui permet aux entreprises
de bénéficier de quelques privilèges. Il y a déjà, de la part de ce gouvernement, une évidence, une réalité. D'ailleurs, c'est aujourd'hui encore que nous l'avons fait en Conseil des ministres ce matin. Les projets culturels sont éligibles au cours des investissements. Ça veut dire quoi? Que si vous avez un programme d'investissement dans le secteur de la production, de la promotion, des arts et de la culture, vous êtes éligible au pôle d'investissement. Et beaucoup ne le savent pas et beaucoup ne connaissent pas les démarches à entreprendre pour en bénéficier. Nous allons volontiers nous mettre à leur côté et les accompagner. Enfin, je prends le challenge avec vous. Et je le dis parce que je sais que le chef de l'État est dans mon dos, je sais que mes collègues du gouvernement sont à mes côtés. La loi sur le financement de la culture, nous allons la faire adopter par l'Assemblée nationale avant la fin du quinquennat. Je voudrais venir à ceux qui, pendant longtemps, ont démontré que le Bénin, c'est le quartier latin d'Afrique, la chaîne du livre. Aujourd'hui, vous savez que nos bibliothèques sont dépourvues, qu'il est difficile pour nous tous d'aller avec envie, avec joie, prendre un bouquin pour lire. Et pourtant, il y a quelques années, nous nous étions tous indignés de quelque chose qui avait été dit. Puisqu'il avait été dit que quand tu veux cacher une information à l'Africain, il faut la mettre dans un livre. Et puis nous avons tous réagi en disant c'est pas normal. Comment peut-on dire ça de nous? Mais est-ce qu'à l'évidence, ceux qui ont dit ça n'ont pas raison? Combien parmi nous aujourd'hui sont encore passionnés de lecture? Combien ont à leur chevet un petit bouquin d'un auteur béninois ou même africain ou d'un autre pays qu'ils lisent avec passion? Moi, je continue de croire que la connaissance se trouve dans les bouquins et c'est pour ça que nous voulons vraiment accompagner la chaîne des livres. Nous l'avons intégré dans nos priorités, mais nous allons passer également par la modernisation des centres de lecture et d'animation culturelle. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui existent, mais ce sont des budgets. Les murs sont délabrés, les livres presque inexistants. Nous prenons sur nous, avec le soutien de certains partenaires, de moderniser les centres de lecture et d'animation culturelle qui existent dans nos communes. Ensuite, nous voulons créer et ou réhabiliter des espaces de lecture dans les communes. Le souhait du gouvernement est de faire en sorte que dans toutes les 77 communes du Bénin, quelque part, même si c'est un privé qui a démarré, quelque part, il y a un espace consacré à la lecture. Nous avons décidé de faire de l'appui à l'édition et à la promotion littéraire, parce que j'ai discuté avec quelques responsables de maisons d'édition, Mme Nadeau et quelques-uns. Le problème est qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire un parcours de combattant pour aller du livre qui est déposé en bouillon au bouquin qui est déposé dans les rayons de librairie. Nous acceptons en tant qu'État de venir donner un coup de main pour essayer de faire avancer un peu ce secteur-là. Nous avons fait le retour de la musique, du chant, de la danse, du théâtre, des arts plastiques dans nos communes à l'école. Nous souhaitons également relancer ces fameux clubs de lecture parce que nous pensons que ça va donner un peu d'engouement dans les différentes communes et dans les départements. Et nous allons mettre en place un réseau de bibliothèques, bien évidemment, et puis le fameux salon du livre, M. Ressou qui est là. Nous souhaitons que le salon du livre soit vraiment un salon national, c'est-à-dire que tous les acteurs du livre s'y trouvent, sans discrimination, sans exclusion, sans conflit, sans compétition. Que tous ceux qui ont quelque chose à faire, quelque chose à dire, se retrouvent au cœur de cette initiative qui sera annuelle, qui sera notre rendez-vous annuel du livre et sur laquelle nous allons nous impliquer davantage. Enfin, tout le monde connaît la Bibliothèque nationale à Porto Novo. Aujourd'hui, c'est un espace qui ne ressemble pas beaucoup à une bibliothèque. Nous avons décidé non seulement de numériser le fonds documentaire, mais de moderniser la bibliothèque à travers un certain nombre d'interventions. Je vais en venir au secteur de Éric Hector Moubet. Théâtre, art oratoire, au secteur de M. Wanou, pour dire que nous avions dit que nous retournons le théâtre dans les écoles. Nous avons souhaité lancer un projet qui s'appelle Théâtre à l'école, écolier au théâtre. Vous le savez tous aujourd'hui, même quand une représentation théâtrale est gratuite, ce sont les passionnés qui s'y retrouvent. Les enfants qui sont en milieu scolaire aujourd'hui, même à l'université, et les Béninois de manière globale, n'ont plus la même envie d'aller au théâtre. Et donc, cet enthousiasme qui n'existe plus,
nous souhaitons vraiment le faire naître en initiant ce projet théâtre à l'école écolier au théâtre, en disant que si nous créons dans les milieux scolaires l'envie de faire du théâtre, nous faisons en sorte que ces enfants, quand ils ont fini de s'amuser à faire du théâtre entre eux, qu'ils aient le réflexe d'aller regarder le théâtre qui se fait par les professionnels. Et c'est quelque chose qui peut se faire presque sans moyens. Ensuite, nous souhaitons faire la programmation annuelle des représentations théâtrales. J'en ai parlé avec Tola Koukoué, je dois voir à LinkedIn. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'au-delà des particularités des uns et des autres, par contre, quand la saison s'ouvre, nous ayons la liste, l'agenda de toutes les pièces théâtrales qui doivent passer et que nous puissions vous accompagner sur la promotion, que nous puissions nous impliquer dans l'organisation pour qu'enfin, dans nos communes, dans nos départements, les habitués reprennent. Il y a un projet que nous avons dénommé Théâtre dans nos maisons. En fait, il ne s'agira pas pour les acteurs et les comédiens d'aller jouer dans la maison de chacun, ce n'est pas possible. C'est avoir des tranches sur les médias, avoir des rendez-vous théâtre pour chacun et faire en sorte que les ménages, comme ils se connectent aujourd'hui sur les feuilletons ou sur les classicos, puissent se connecter quand il y a du théâtre. Je suis sûr que si nous programmons une pièce, et je ne veux pas faire de discrimination, je ne donnerai pas d'exemple, une pièce en bonne et due forme, comme les pièces qui font notre fierté, je pense que les Béninois vont s'y intéresser. Nous avons les moyens de le faire. En stratégie de com, il y a deux approches, push and pull. Pousser vers le public, c'est-à-dire que vous concevez et vous proposez, ou bien vous pouvez soulever la personne et l'obliger à aimer ce que vous faites, c'est tout à fait possible et nous avons les moyens de mettre nos intelligences ensemble pour le faire. Nous souhaitons faire un concours national d'art oratoire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont de très bons slameurs. Gopal Das, Kamal Hadji, Sergent Marcus, etc. Je les vois dans la salle. Nous voulons vous donner un espace. Évidemment, il ne s'agit plus de dire entre Sergent Marcus, Kamal Hadji et Gopal Das qui est le plus fort. Vous êtes déjà fort, vous êtes comme lui. Mais les jeunes qui sont à l'université, les jeunes qui sont dans les écoles, qui vous imitent, qui vous ressemblent, vous allez vous asseoir en tant que jury et vous allez nous dire chaque année qui parmi ces jeunes-là sont les plus forts. Et en ce moment, nous allons voir avec vous comment faire des coproductions, comment les accompagner pour pouvoir également les aider à exprimer librement leur art. Enfin, j'avais annoncé le secteur de Eric Hector Rupert, c'est la renaissance du FITEL, qui a fait beaucoup de polémiques. J'ai vu passer la campagne « Je suis FITEL » et je veux remercier les initiateurs, moi aussi je suis FITEL. Mais en arrivant au ministère qui est le mien désormais, qui est désormais l'addition des sports, du tourisme et de la culture, en octobre, le 30 octobre, il n'était déjà plus possible de tenir le FITEL pour le 27 mars. Je voudrais que nous soyons clairs là-dessus. Il y a l'envie de tenir les événements pour les tenir, et puis il y a l'envie de faire les choses pour montrer que nous sommes talentueux, que nous sommes grands, et qu'on peut nous respecter. L'improvisation, c'est terminé. Les événements à faire pour les faire, ou parce qu'il faut dépenser le budget, c'est terminé. Les événements à faire parce que on a dit c'est la date, et derrière la date, ce n'est plus possible, avec une programmation approximative, c'est terminé. Les événements où nous rencontrons les participants dans les bars en train de se débrouiller sans guide, ou bien des personnes qui arrivent à l'aéroport de Cotonou et qui sont dépourvues de leur passeport, sans que personne dans l'organisation ne soit là pour les accueillir, des événements où les participants des pays étrangers sont obligés eux-mêmes d'arrêter des étudiants pour se rendre au lieu de l'événement, c'est terminé. Donc, tout ce qui va se faire dans l'improvisation, c'est terminé. C'est pour ça que j'ai dit clairement, il n'est pas soutenable, à moins de vouloir improviser, de dire qu'on va tenir le prochain FITEL le 27 mars. Ce n'est pas possible. Mais ce que nous allons faire, c'est que le prochain FITEL, qui aura lieu en 2018, sera un FITEL qui va justifier que nous ayons pris le soin de réorganiser les choses. Ce sera le FITEL du nouveau départ, le FITEL de la renaissance, le FITEL qui va montrer que le Bénin était ce rendez-vous théâtral africain, le Bénin va le redevenir. C'est le challenge que j'ai pris avec Eric Hector Rupert, c'est le challenge que j'ai partagé avec les acteurs, puisque nous mettons en place un conseil artistique consultatif
qui va finaliser la programmation. Et le 27 mars, lorsque nous allons commémorer le théâtre, nous allons vous donner une programmation détaillée de ce qui va se passer à partir de maintenant. Mais sachez-le, l'époque du FUTEL moribond, mourant est terminée. Retenez que le FUTEL est ressuscité à partir de 2018. Il y a le cinéma. Vous le savez, notre pays, c'est beaucoup de comédiens talentueux, beaucoup d'acteurs, mais malheureusement, c'est Hollywood. Tout le monde se braque sur cette fameuse chaîne qui, au départ, ne passait qu'en anglais. Tout le monde s'est mis en anglais. Et puis, ils ont été malins de nous faire de la traduction, pas tout à fait bonne, mais en français. Et puis, nous avons commencé à être des abonnés à Hollywood. Combien de personnes, notamment les dames, ne sont pas abonnés à cette chaîne? Et pourtant, quand vous remontez à l'histoire de cette chaîne, que vous remontez à l'histoire du cinéma de nos voisins, vous vous rendez compte que ce qu'ils ont fait est tout à fait faisable ici. J'en veux pour preuve ce que vous et moi ressentons comme plaisir. Je vais donner des exemples qui vont vous faire rire lorsque nous regardons Pipi et l'éléphant, d'Asolo. Lorsque nous regardons Oncle Bazar, Lara a fait quelques expériences il y a quelques années, Marceline Abord, paix à son âme. Vous savez que depuis de longues années, que ça s'appelle cinéma ou autre chose, ce qui se fait par nos acteurs, avec nos mœurs, et qui est bien rendu, de Baba Yabor au dernier, vous savez que ça plaît. La chose qui manque, la seule chose qui manque, c'est comment on organise, comment on construit ça. Et vous allez au Ghana à côté, les personnes qui aujourd'hui sont perçues comme des superstars du cinéma étaient des jeunes étudiants, parfois à l'Egon University, parfois en France ou à Londres, qui ont dit, il y a un nouveau secteur qui existe, nous allons nous y mettre. Et donc, nous souhaitons aujourd'hui faire un accompagnement à la professionnalisation du secteur. Il y a de magnifiques, talentueux réalisateurs aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Je veux vous rappeler ce téléfilm Aziza. Tout le monde était abonné à regarder ça. Ce sont des exemples pour dire que nous sommes en mesure de le faire à partir de maintenant. Il y a des initiatives aujourd'hui. Il y a une première série de télé-réalité, il y a des choses qui se font, qui sont très très bonnes, mais je pense que notre rôle aujourd'hui est de faire de l'accompagnement à la professionnalisation du secteur, à faire en sorte que les réalisateurs soient réalisateurs, les comédiens soient comédiens, les producteurs soient producteurs, et que nous puissions vraiment commencer à avoir du cinéma chez nous. On a beaucoup de jeunes artistes, de jeunes chanteurs aujourd'hui qui peuvent faire du cinéma et devenir, comme dans les autres pays, de vrais acteurs. Nous souhaitons programmer la diffusion des productions béninoises sur les médias et dans les communes. Ce que ça veut dire en termes clairs, c'est quoi? C'est que nous allons avoir des tranches pendant lesquelles, ça s'est fait il y a quelques années timidement, nous allons diffuser les productions de notre pays. Mais en même temps, production veut dire minimum de standards. Parfois, le problème de nos productions, c'est la qualité de la prise de son. C'est parfois les costumes. C'est parfois même, sauf votre respect, c'est parfois même l'attitude des comédiens. Nous pouvons affiner tout ça. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. Les talents sont dans notre pays, nous pouvons l'affiner et faire en sorte que vraiment on ait notre théâtre, notre cinéma national. Il y a l'accès au marché sous-régional. Je crois que si les pays voisins, sans les citer, ont pu je ne dirais pas envahir, mais ont pu venir sur notre terrain, nous avons les moyens d'aller dans leur pays. Il y a des pays avec lesquels nous partageons les mêmes langues, les mêmes réalités socio-culturelles, qui comprennent les mêmes choses que nous et qui comprendront facilement ce que nous mettons en scène. Il y a le code de la cinématographie. Ça a été l'une des premières doléances qui m'a été faite. Claude Balogo est là, Ignace est chez nous. Le code, je me suis renseigné, il se trouve dans les tiroirs quelque part d'une institution de la République, pour être correct. Nous allons sortir, dépoussiérer, l'actualiser légèrement parce que ce que j'ai lu est déjà acceptable. C'est pareil pour la charte. Et puis nous allons le réintroduire et le faire adopter, en tout cas dans les meilleurs délais, en sachant que nous avons une bonne collaboration aujourd'hui avec les institutions de la République. Et donc nous pensons qu'après avoir fait ça, ça pourra permettre donc de créer le cadre pour l'expression libre des acteurs du cinéma béninois.
Je vais aborder maintenant les arts plastiques. Avec tout le respect que je dois aux sommités, à nos plasticiens qui sont dans la salle, qui sont respectés, vénérés à l'étranger, mais que parfois nous croisons dans la rue sans même savoir que ce sont eux. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas cultivé la consommation locale des productions de nos plasticiens. J'en connais, Chief, Sizoga, Charlie d'Almeida, Abaï, Zigbe, etc., etc. Il y a des jeunes qui montrent très bien. Vous les croisez dans les grands pays, dans les vrais endroits, et vous vous demandez si c'est un de vos compatriotes, si c'est un Béninois. Les plasticiens béninois sont la plus belle expression de ce phénomène que je souhaite corriger, qui est que nous ne reconnaissons pas nos stars chez nous. Je vous le dis, faites le tour du monde, allez dans les autres pays, allez dans les vrais endroits, le Drouot, etc. Vous les voyez à Londres, à Milan. Mais chez nous, ils sont tranquilles et comme généralement ils sont discrets, comme Kofi Gaou, ils passent sans rien vous dire. Chers amis, nous allons montrer aux Béninois qu'il y a du talent en art plastique dans notre pays. Nous allons le faire pour notre pays et nous allons le faire pour l'étranger. Nous allons d'abord, et je veux féliciter ceux qui, comme Diane, comme Ousmane Anedji, essayent d'avoir des galeries privées. Ceux qui essayent de vous offrir des cadres pour présenter vos œuvres et les vendre. Nous allons vous faire des petites subventions. Ces subventions, ça ne va pas couvrir vos besoins. L'idée est simplement de dire que l'État reconnaît les efforts que vous êtes en train de faire. Mais cela ne règle pas le problème, parce qu'aujourd'hui, les petits espaces dans lesquels difficilement nous présentons les œuvres de nos plasticiens ne sont pas des espaces qui tous sont de nature à valoriser effectivement leur travail. Et donc, nous allons nous engager à construire enfin dans notre pays une galerie pour nos artistes. J'ai échangé avec certains d'entre eux sur un projet que nous avons appelé l'art dans les quartiers. La réaction a été systématique, en commençant par Romia Nazoumé. Tu es exposé mes toiles dans un quartier. Ce que nous voulons faire, c'est par exemple, en prenant l'étoile rouge, la place Lénine, le stade de l'amitié, avec un minimum de conditions pour préserver l'intégrité de vos œuvres, faire des vernissages, des expositions pour montrer déjà au public local que ça c'est béninois. Et puis, nous avons décidé, c'est un plaidoyer que M. Abaï a fait pendant longtemps, de concrétiser cette fameuse mesure de décoration des édifices publics béninois par les artistes plasticiens béninois. Alors, je voudrais finir sur la campagne média nationale et internationale pour la promotion des plasticiens béninois. Qu'est-ce que nous voulons faire? En fait, par l'édition et la vulgarisation de plaquettes, de vidéos, d'affichage dans les écrans des hôtels, des ambassades, des grandes moyennes surfaces. Grandes moyennes surfaces, c'est tout ce qui est, sans faire publicité, espace bien fréquenté pour des raisons de shopping et autres. Nous voulons commencer à montrer que dans ce pays, il y a des personnes qui font des toiles qui sont achetées à des prix importants dans les expositions à l'étranger. Et donc, c'est ce qui est mis dans cette campagne média que nous souhaitons lancer avec le soutien, bien évidemment, des acteurs eux-mêmes. Je vais en venir maintenant à un secteur que j'aime beaucoup, la mode. J'aime beaucoup parce que je considère, J.B. Rouyobi est dans la salle, Pepita Gueye et les autres, je considère que c'est l'un des meilleurs moyens d'expression de l'identité culturelle. C'est vrai, il y a un plaidoyer qui dit vivement le jour où au Bénin, tout le monde s'habillera en béninois du lundi au lundi. C'est un plaidoyer qui est entendu. Pour l'instant, ce qu'il y a à faire, c'est organiser le secteur. Aujourd'hui, vous avez des événements qui se passent un peu partout, vous avez quelques mannequins qui tournent, vous avez beaucoup de stylistes qui sont très talentueux, mais nous n'avons pas une bonne organisation du secteur.
Donc, ce que nous suggérons de faire, c'est d'abord d'étendre le fonds de bonification aux industries de la mode. Certains d'entre vous savent, par exemple, que dans notre pays, on produit quelque chose qu'on appelle les natés. C'est un Béninois qui détient ce brevet, Jean-Baptiste Mouyombi. Je l'ai vu dans la salle. C'est fait ici, chez nous. Ned Oliver et son égérie, je le sais. Et moi aussi, je mets des cravates sur le pour aller travailler. Mais croyez-moi, on est bien en mesure, en étendant le fonds de bonification aux industries de la mode, d'encourager, de renforcer cette initiative, comme celle du Canvo, qui est faite par une autre de nos compatriotes, comme d'autres textiles d'origine ou d'inspiration béninoise sur lesquels nous pouvons mettre un minimum de financement. Donc l'idée est de dire que aussi bien les promoteurs d'événements culturels, de mode que je vois dans la salle, c'est le cœur de la vie des artistes. En tout cas des propriétaires de droits, c'est-à-dire ceux qui ont eu l'inspiration. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les redevances sont collectées par des hommes qui vont au contact de celui qui doit payer la redevance. J'ai demandé à l'actuel directeur du WPA, si moi, ministre au métier, je vous indique une discothèque, un restaurant, et je vous dis, ces deux institutions m'appartiennent, est-ce que vous allez envoyer les agents collecter les redevances? Il m'a dit, bon, monsieur le ministre, la vérité est que, à cause de l'influence des relations humaines, à cause des connivences, des amitiés, il y a des traitements de faveur qui sont faits par endroit. Et la conclusion, en définitive, c'est que la masse de ressources collectées ne représente pas grand-chose. Ensuite, la répartition de ce peu entre les ayants droit, il faut avoir le courage de le dire, c'est une répartition inéquitable. Enfin, ce que le gouvernement lui-même prend sur ce minimum pour vivre, pour fonctionner, me paraît exorbitant. Et je vais m'expliquer. D'abord, la requalification du personnel. Quand je suis venu au ministère, il y avait une petite polémique sur la mutation de certains agents. Et la polémique disait, on a muté des agents permanents d'État et on considère que ces agents sont des agents indélicats. Ce que j'ai dit au directeur, c'est que ma conviction, c'est que l'indélicatesse des agents n'est pas due à leur qualité d'agent permanent d'État, mais elle est due à des dérives qui se trouvent à l'interne. Et donc, il est possible qu'en auditant l'ensemble du personnel, il y ait plusieurs indélicats. Donc, mon rôle n'est pas de considérer qu'on déplace les indélicats identifiés et qu'on les reverse dans la poubelle qui s'appelle le ministère. Mon rôle est de considérer qu'on débarrasse l'institution de tous les indélicats et qu'on requalifie le personnel pour percevoir les redevances au profit des artistes. Donc ça, c'est la réforme majeure. Ensuite, il y a la dématérialisation du système de collecte des redevances. Il est évident que le BUBEDRA aura toujours un directeur, que le Bénin aura toujours un ministre en charge de la culture, qu'il y aura toujours des acteurs culturels, des tenanciers de bars, de restaurants et autres. Si nous voulons nous-mêmes instituer à partir de maintenant, dans notre pays, que la collecte des redevances doit se faire de manière équitable et que nous devons collecter le maximum auprès des utilisateurs, nous devons dématérialiser le système de collecte. Ça veut dire quoi? Que même si c'est le restaurant du président de la République, il paye ce qu'il a utilisé. Et sur ça, je vous dis, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, est d'accord, l'ensemble des membres du gouvernement sont d'accord, moi-même je suis d'accord, et je vous demande à vous les acteurs de nous faire confiance et d'être d'accord. Parce que vous allez constater, même sans changer de poche de perception, même sans aller aux copies privées que tout le monde souhaite, vous allez constater, et je suis prêt à prendre ce challenge avec vous, que nous allons augmenter le nombre de redevances que nous collectons. L'extension de la perception des redevances au réseau GSM. Un projet était en cours pour convenir d'un forfait. J'ai dit non.
On ne peut pas, dans un système aujourd'hui où il est possible, techniquement, avec la technologie, de mesurer le nombre de fois que l'utilisation a été faite, partir sur des forfaits. Il y a aujourd'hui des mécanismes pour décompter le nombre de fois que les œuvres ont été diffusées. Ça existe. Si ça coûte cher, nous allons nous donner les moyens de l'acquérir, mais nous allons systématiser ce mécanisme et faire en sorte que partout où une œuvre est diffusée, l'auteur, le propriétaire des droits ait un retour, ne serait-ce que symbolique. Alors, la question des copies privées. J'ai dit à ceux que j'ai rencontrés, notamment au conseil d'administration du Buvedra, que c'est comme si nous avions un premier puits de pétrole que nous sommes en train d'explorer et qu'on nous dit qu'il y en a un autre. Est-ce que le réflexe doit être de dire on abandonne le premier puits et on va forer le second? Ou bien le réflexe va être de dire nous sécurisons le puits que nous exploitons en ce moment, nous tirons le maximum de ce puits-là, nous mettons des personnes pour garder ce puits et puis nous allons envoyer une équipe pour forer le nouveau puits et avoir des ressources. J'ai fait l'option de dire que tout ce qui va être identifié comme source de redevances possibles pour les artistes doit venir en addition des sources existantes et pas en substitution. Et donc, l'extension de la perception des redevances aux copies privées, nous allons le faire. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons le faire. Mais avant, nous allons vous démontrer que en réformant le système, en rationalisant, en requalifiant le personnel, en dématérialisant le système, nous pouvons arriver à des niveaux plus importants. Il y a la clé de répartition des droits d'auteur et des droits voisins. Aujourd'hui, je dis, je répète, la répartition est inéquitable. C'est vrai, toute injustice profite aux uns et défavorise les autres. C'est vrai. Et c'est vrai que ceux qui aujourd'hui profitent des plus grosses portions ne sont pas favorables à l'idée de dire c'est inéquitable. Mais je considère que nous sommes dans un secteur où, en même temps que nous croyons que nous sommes très talentueux, nous devons accepter, tolérer la cohabitation avec les autres qui sont tout aussi talentueux. Et donc, le rôle du gouvernement que nous sommes est de dire nous allons rétablir la justice, rétablir l'équilibre. Si un artiste est diffusé 10 fois, il perçoit l'équivalent des 10 diffusions. Surtout qu'il s'agit de redevances et pas de taxes. C'est-à-dire, c'est quand on utilise qu'on paye. Donc, comme ce sont des redevances, nous ne pouvons pas être injustes dans la redevance. Si un jour, après ma fonction de ministre, je me lance dans la chanson et que je suis un artiste qui marche, que je suis joué 1 million de fois, si c'est 1 franc par diffusion, il faut que j'aie 1 million. Et que Sagouan Danielou, le doyen, ait ces 2 millions si on l'a diffusé 2 fois. Voilà ce que j'ai envie de faire, et sur ça, nous serons dans la transparence absolue. Ça va être avec vous, et ça va être étape par étape avec obligation de compte rendu. Et sur ça, chers amis, je vous le dis, vous pouvez me challenger. Si je ne réussis pas cette réforme, je rendrai mon tablier au chef de l'État. Il y a suite à ça la rationalisation des charges de fonctionnement du Buvedra. Aujourd'hui, pour son propre fonctionnement, le Buvedra perçoit sur ce qui est collecté un certain pourcentage. Le Buvedra, parce que vous lui avez dit, directeur et le personnel, faites le travail pour vous, vous dit, c'est dans l'argent qu'on doit vous payer que je prends ma part. Voilà que cet argent, déjà, est faible. Voilà que, quand il y a déperdition d'1 franc dans cet argent, c'est de leur faute. Puisque c'est le directeur et ses collaborateurs qui collectent pour vous. Donc si au lieu de collecter 10 000, ils ont collecté 5 000, c'est de leur faute. Ce n'est pas la faute aux artistes qui les ont mandatés. Ensuite, si une fois que l'argent est collecté, dans les répartitions, tout le monde ne se retrouve pas, c'est encore de leur faute. Et ils disent, c'est encore dans ça que nous rémunérons. Pour moi, je l'ai dit à M. Awoba, dès notre première réunion, je dis c'est terminé ça, on fera plus ça.
nous allons réduire drastiquement ce que le BBDA perçoit pour son fonctionnement. Et cette différence, elle ira au bénéfice des artistes. Et c'est tout à fait faisable. Ça aussi, je prends le challenge dessus de manière partagée. Cela appelle systématiquement une rationalisation des charges de fonctionnement du BBDA. Parfois, vous avez un budget de X montant, dont plus du tiers correspond au fonctionnement. Pour une institution dont le rôle est de collecter, ce n'est pas normal. Ici, de financement sur la base de ce que nous appelons le parrainage. C'est révolu. Je présente mes regrets à ceux qui en ont bénéficié. Le fonds, désormais, va faire des choses dans la transparence. Et je dis, le membre de conseil d'administration ou le collaborateur du ministre qui servira de parrain à un dossier en répondra à la BEF. D'ailleurs, c'est la saison. Il y a l'appui à la production et à la promotion. C'est le fonds d'aide qui désormais va s'occuper de ça. Le fonds de bonification des crédits, nous allons le loger là. Parce que ce fonds, quand on l'a imaginé, il avait premièrement été logé au ministère. L'inconvénient que ça a eu, c'est que les dépenses inéligibles ont été faites. Je n'irai pas plus loin. Mais aucun crédit n'ayant été bonifié, il n'est pas concevable que le fonds de bonification, qui doit exclusivement servir, comme le chef de l'État et le gouvernement l'ont dit, à bonifier les crédits des acteurs culturels, serve à autre chose. Et donc ce fonds désormais sera logé au niveau du fonds des arts et de la culture. Enfin, le fonds des arts et de la culture ne va plus se contenter de subventions de l'État. Il ira chercher du financement auprès du secteur privé, parce qu'il y a des poches. Il y a des entreprises du secteur privé au Bénin, dans la sous-région, il y a des mécènes internationaux qui ne demandent qu'une chose pour apporter l'argent, la rigueur dans la gouvernance. Et nous allons leur donner la preuve de cette rigueur dans la gouvernance pour pouvoir donc financer ce fonds-là. Il y a les festivals. Ce qui va se passer au niveau des festivals désormais, c'est qu'il y aura une réforme profonde. D'abord au plan national. Au plan national, j'ai parlé du FUTEL, et c'est exprès que j'ai commencé par là, pour rappeler que pour nous, le FUTEL, à partir de l'édition 2018, doit être un FUTEL qui vous ressemble, qui ressemble à ce que nous voulons faire de notre pays. Nous allons désormais organiser les festivals selon la répartition géographique du patrimoine culturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne pourra plus organiser à Porto Novo le festival des Tata Somba. On ne pourra plus aller à Lida pour faire le festival de Hachipé. Chaque festival va s'organiser en fonction de ce qu'il y a dans la zone, en termes de patrimoine à valoriser. De sorte à ce que tous les dossiers d'initiatives privées ou même d'initiatives ministérielles gouvernementales rentrent dans cette politique de valorisation, de promotion de notre patrimoine culturel. Nous allons avoir un festival des musiques urbaines pour que, quand nous finissons d'aller chez les autres aussi puissent venir chez nous. Pour que nous puissions installer les podiums dans les quartiers, dans les rues, dans nos places publiques et montrer que nous avons des musiciens de talent dans les différents secteurs dans notre pays. Nous allons avoir un festival de musique traditionnelle. Parce que ce qui se passe en général, c'est quoi? On met les musiques traditionnelles en levée de rideau. On les met avant la vedette musique moderne. Et puis en général, pendant qu'ils passent avec leur tata, le public est pressé de dire ramassez vite, ce n'est pas vous que nous sommes venus voir. Ils vont avoir le festival. Nous allons avoir le festival des arts plastiques. Je l'ai annoncé tout à l'heure. Je rêve
et c'est un rêve. Je rêve de pouvoir enfin réunir dans une même expo, quel que soit le temps que dure cette expo, les grands de ce pays, les plasticiens de l'Orient. Je rêve de pouvoir montrer aux Béninois, aux étrangers, avec les médias, à la communauté mondiale, que dans mon pays, il y a ces personnes-là de renom. Ceux qui ont des toiles qui sont vendues aux enchères, en euros, en livres sterling, en dollars. Je rêve de pouvoir organiser dans notre pays, une fois par an, tout au moins, une expo pour que vous-même, nos parents, les Béninois des 77 communes et ceux qui seront intéressés viennent voir que ce qu'ils découvrent, dont ils entendent parler, ça part de chez nous. Ça ne coûte rien du tout, puisque tenez-vous tranquille, la plupart d'entre eux ont des ateliers qui sont remplis d'œuvres qui sont là. Je m'appelle Roger Kaou, artiste, musicien et instrumentiste, président de l'association Anti-Musique Plus, regroupant les artistes ayant pour handicap une déficience visuelle et motrice et les enfants en situation difficile. Je voudrais remercier Monsieur le ministre pour cette séance d'échange à notre intention. Nous voulons peut-être, nous allons faire une requête, nous allons introduire peut-être une demande d'audience pour le rencontrer parce que tout ce qui a été dit à l'intention et en faveur des artistes est très intéressant. Seulement que les personnes, les artistes handicapés qui ont des besoins spécifiques, qui ont des problèmes spécifiques, ne se sont pas encore vus dans l'échange dont nous avons bénéficié. À ce titre, nous allons prier le ministre de bien vouloir accepter que nous introduisions une demande d'audience auprès de son... Dans le cadre du slam, a fait objet de concertation avec les slameurs. Parce que, en fait, le slam, c'est un art vraiment qui a besoin de plus d'attention parce qu'il va plus loin que ce que l'on observe déjà sur la scène. Parce que le slam, déjà, c'est dans des pays comme le Sénégal, dans des pays comme le Niger, à côté, où pas mal de slameurs béninois vont donner des formations. Le slam fait partie de la formation de l'éducation des enfants. C'est dans des écoles désormais, même en France, c'est dans des écoles, déjà en Afrique également, dans des collèges. Est-ce que dans la proposition, dans le projet que vous offrez à l'art oratoire et au slam, est-ce que vous avez au-delà rencontré déjà des artistes ou bien des slameurs, des acteurs avec qui vous avez discuté dans ce cadre-là? Parce que précédemment, le ministre antérieur a essayé de faire une démarche dans ce sens qui a complètement été ratée. Je vous sais un homme intelligent, vous et surtout le chef de l'État et tous ceux qui l'entourent. Et je suis fière que vous ayez pensé à donner une valeur à la culture béninoise cette fois-ci. Alors, ma préoccupation voulait rejoindre celle de celui qui est venu avant moi. Je voulais qu'il y ait une requalification du personnel qui vous entoure, justement, pour les décisions culturelles. Parce que dans cette salle, chaque artiste, dans son secteur, pourra dire qu'il y a eu trop de décisions par intérêt, par partenariat, qui ont frustré beaucoup d'artistes et qui ont fait que le secteur culturel n'a pas connu l'évolution qu'il doit connaître. J'espère que vous allez régler ce problème-là. Le deuxième problème que j'ai, c'est que est-ce que dans votre programme, les femmes, vous en tenez compte, dans leur métier d'artiste, que ce soit des femmes qui sont dans la mode, dans la chanson, dans l'art plastique, parce qu'elles ont des préoccupations qui font qu'elles ne peuvent pas être à un niveau égal par rapport aux hommes. Ce sont des femmes au foyer, ce sont des mamans, elles ont d'autres préoccupations. Est-ce que vous avez un système dans votre réforme qui pourra alléger le quotidien de ces femmes-là et leur donner plus de valeur? Surtout, vous savez que le Bénin n'est pas prêt à accepter certaines choses au Bénin qui fait que certaines artistes féminines
sont obligés d'abandonner une si belle carrière malgré leur talent, ou que d'autres personnes soient critiquées par rapport à ce qu'elles portent et ce qu'elles font. Est-ce que vous allez essayer, je vous en prie, est-ce que vous allez essayer de travailler avec nos mains dans la main afin que nous, les aînés qui sont ici, puissent effectivement coacher les jeunes sœurs qui vont sortir des promotions et des recrutements que vous allez faire dans les écoles pour leur montrer que la musique n'est pas un lieu de dépravation et que c'est surtout quelque chose qui peut être aussi un métier valorisant. Merci. Je vous remercie. Tout ce qui a été dit ici pouvait se réaliser véritablement. Notre pays pourrait avoir une très bonne visibilité sur le plan culturel. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est, je pense que nous sommes dans un pays jeune où la majorité de la population a à partir de 15 ans. Donc, pour une grande partie qui sont encore dans les écoles. Donc, j'aurais souhaité que toute cette stratégie culturelle que nous avons au niveau des écoles aussi, que nous puissions rêver et que nous puissions véritablement envisager de comment intégrer cette population-là, parce qu'en premier lieu, c'est eux qui seront les consommateurs des œuvres des artistes. Donc, il faut véritablement que le gouvernement puisse décider de mettre en place un décret qui puisse faire en sorte que nos jeunes puissent aller à l'école de 8h à 15h, ce qui va permettre véritablement des après-midi culturels pour que tout ce que vous avez rêvé ici soit véritablement, concrètement réalisable. Et cependant aussi, faire en sorte que vivre la culture d'un pays dans son pays ne soit plus forcément le samedi ou le vendredi, mais pour que nous puissions, comme au Nigeria, aller à des concerts un mercredi, un mardi ou un lundi. Que nous puissions aussi véritablement faire comme dans des pays comme le Cuba, puisque nous voulons importer énormément des touristes au Bénin pour que ce ne soit pas seulement ces jours de week-end là qu'on puisse vivre la culture. Pour finir, juste pour dire que nous avons vu l'ambition du gouvernement. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement a l'argent pour réaliser toutes ces choses-là? Si aujourd'hui, moi, Kamal Radji, je décide en tant qu'acteur culturel de faire en sorte que le Bénin puisse avoir un financement d'une maison de la culture qui est financée par le Brésil, parce que vous savez, c'est un pays où nous avons 250 millions d'habitants, où il y a 150 millions de descendants noirs qui sont partis d'ici. Qu'est-ce que le Bénin fait aujourd'hui pour être dans ces pays-là? Et si ces pays veulent mettre en place des centres culturels aujourd'hui dans notre pays, si un artiste de rien du tout décide d'accompagner ces personnes-là qui ont cette ambition, qui ont les moyens financiers de le faire, et que si nous venons dans votre ministère, est-ce que c'est quelque chose qui peut être réalisable demain, après-demain, et que les gens puissent travailler concrètement sans qu'on ne passe par telle personne et telle personne? Merci beaucoup. Mes questions sont sous deux angles. Le premier angle, c'est le côté légal. Je voudrais parler du point concernant les temps de médiatisation que vous avez abordé par rapport aux médias, aux télévisions. J'aimerais savoir si une loi ne sera pas votée ou prise pour parler également de la consommation des produits locaux par les buvettes, les bars, tout ce que nous avons comme lieu et place où la musique se joue. Quand nous allons par exemple à des événements, par exemple, et que pendant le temps d'attente, nous allions à un événement par exemple au Palais des Congrès, et que pendant le temps d'attente, la musique jouée soit une musique étrangère, est-ce qu'il y a des politiques au niveau du gouvernement ou au niveau du ministère pour régir un peu cela et créer des réformes? Parce que quand même, je trouve qu'aujourd'hui on regarde la télévision, mais les autres canaux que nous avons pour distiller de la musique locale, c'est également ces événements-là, un défilé de mode par exemple, c'est également au niveau des bars, des buvettes, des VIP bars, des boîtes de nuit, qui également soutiendront tout ce que vous avez cité comme politique visant à augmenter les temps de médiatisation des produits locaux des artistes du pays. Ensuite, je voudrais aborder le côté Bébédra. Vous avez parlé de tout ce qui est clé de répartition. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est de tout ce qui est légal. Comment est-ce que les artistes qui doivent entrer en possession de leur rentabilité, de leur rente, les artistes qui doivent percevoir de l'argent, comment est-ce que, parce qu'on parle de 4 ans renouvelables, après 4 ans, on ne reprend plus son argent,
Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des réformes dans ce secteur, à ce niveau-là? Et comment est-ce que tout ceci va se passer? Est-ce que ça continuera toujours ce système où on dit après 4 ans, on ne reprend plus son argent? Comment est-ce que tout ceci va se passer? Est-ce un problème interne au Bubedra ou est-ce qu'un problème qui va être coiffé par le ministère? Ensuite, le troisième et dernier volet, vous avez parlé de mettre en valeur les vrais artistes dans le domaine artistique. Donc, et ceux qui vont être peut-être, en tout cas après analyse, après étude, après tout ce que vous aurez à faire, considérés comme entre guillemets, pas de véritables artistes. Est-ce que vous avez prévu une politique d'accompagnement? Parce que, qu'on veuille ou pas, vous allez faire cela au niveau des artistes confirmés. Donc, parmi les artistes confirmés, qui ont déjà quand même, qu'on veuille ou pas, une certaine part de marché, un certain fan base, vous allez considérer que ceux-là ne sont pas des artistes vraiment accomplis. Est-ce que vous avez prévu des politiques de recadrement de tout cela? Cette rencontre, c'est vraiment pour vous présenter les orientations générales. Il y aura des rencontres secteur par secteur que je vais avoir avec chacun d'entre vous. Et quand je dis chacun, c'est d'abord pour vous rappeler que nous sommes à peu près 400 ou 500 dans cette salle, mais qu'il n'y a pas tout le monde ici. Donc, même vous qui êtes ici, vous représentez une partie des artistes, des acteurs culturels béninois. Et donc, ce qui est prévu, l'ensemble des réunions secteur par secteur va nous permettre d'approfondir les différentes observations qui sont les vôtres. Si nous décidons de passer la parole à chacun, vous savez bien que nous ne le tiendrons pas. Donc je voudrais vraiment prendre sur moi de vous promettre que ce que j'ai annoncé en début de réunion se fera, nous allons le retrouver secteur par secteur. D'abord, je veux remercier tous ceux qui ont posé les questions et dire que toutes les questions ont leur raison d'être. Et je sais qu'après cette grande rencontre qui est, on va dire, la grande messe, nous aurons nos concertations, nous aurons nos prières, nous aurons nos messes basses pour le bien du secteur. J'ai consulté certains d'entre vous de manière informelle. J'ai reçu des propositions de part et d'autre. Ce n'est pas tout qui est là. Mais ça, c'est au moins la trame. Ça vous renseigne sur ce que nous avons l'intention de faire dans les mois, dans les années à venir. Et en termes d'échéance, c'est maintenant. Je n'ai pas parlé de rêve. J'ai parlé de programme, j'ai parlé de plan d'action, j'ai parlé de stratégie de relance et j'ai dit 2018. Donc il y a bel et bien une échéance pour répondre à Michaela Saka. Alors, est-ce qu'on a l'argent pour ça? Oui. On a l'argent pour faire ce que j'ai annoncé là. Et si vous passez ça en revue, il y a beaucoup de choses là qui n'ont pas besoin de grosses ressources, qui dépendent simplement de notre volonté de changer, d'améliorer la gouvernance dans le secteur. Maintenant, est-ce que nous avons besoin de ressources additionnelles? Pas mal, bien sûr. Si le Brésil ou un autre pays ou des amis veulent investir pour construire ici l'infrastructure dont nous avons besoin, ils sont les bienvenus. L'État est allé loin. Nous avons pris une loi sur le partenariat public-privé qui aujourd'hui sécurise les investissements des privés. Et donc, si c'est porté par quelqu'un comme vous, dont nous connaissons le sérieux et la passion, il n'y aura pas d'hésitation de notre part. Si vous voulez que ça commence demain matin, notre rôle sera de vous accompagner à partir de demain matin. Mais ce que je voudrais dire, en partant de votre exemple, c'est que nous devons faire la part des choses entre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. La démagogie, les paroles politiques, l'éloquence, ce n'est pas ça seulement. D'ailleurs, j'ai lu souvent le ministre qui est très éloquent, il ne faut pas aller l'écouter parce que si vous l'écoutez, il va vous dire des belles choses et après on ne sait pas si ça va se réaliser. L'éloquence, ce n'est pas un crime. L'éloquence, comme dit quelqu'un que je connais qui est très éloquent, c'est dire la vérité avec les mots qui sont simples et le dire avec son cœur. Et c'est ce que moi je fais. J'ai un mandat qui est limité dans le temps. Et j'ai évoqué ici qu'un jour, quelqu'un sera à ma place en face de vous, je souhaite qu'il le fasse dans la maison de l'artiste. Il complétera ce que nous sommes en train de faire. Le mandat du gouvernement, du chef de l'État, des hommes que nous sommes, et même nos vies sur Terre, ne sont pas illimitées. Mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons pendant que nous sommes encore. Et donc, ce que je veux faire avec vous, c'est tout de suite, à partir de demain matin, que vous sachiez ce que nous avons l'intention de faire dans vos différents secteurs. Que chacun soit fixé là-dessus et que chacun s'oriente en fonction de ça. Ceci n'exclut pas que l'intelligence des uns et des autres puisse faire jaillir à tout moment une belle initiative dont
allons parler et que nous pouvons mettre en œuvre si elle est pertinente et si nous avons les moyens de la mettre en œuvre. Je voudrais vraiment rappeler que le but de cet exercice, même si je note que le milieu reste ce qu'il est, le but de cet exercice est de vous dire moi-même, en face, ce que nous avons l'intention de faire. Et une fois que je vous ai dit ça, c'est de vous permettre, comme le chef de l'État l'a fait, lorsqu'on a présenté le programme d'action du gouvernement, d'avoir une base pour juger l'action du gouvernement. Je viens vous dire, au nom du président, au nom du gouvernement, voici ce que nous avons l'intention de faire. Mais évidemment, avec vous. Mais en même temps, nous aurons le devoir de réussir à faire ça. Et donc, vous aurez la possibilité, le droit, de dire, voici ce qu'ils ont annoncé, et voici ce qu'ils ont pu faire, voici ce qu'ils n'ont pas pu faire. Dans tous les cas, moi je n'annoncerai jamais, au nom du président Talon, au nom du gouvernement auquel j'appartiens, des choses que je ne peux pas faire. Tout ce que j'ai dit là, il sera possible à la fin du quinquennat de mesurer quel est le niveau que nous aurons à faire. Et je veux m'engager sur ça devant vous. Les artistes handicapés, je suis d'accord pour qu'on puisse avoir une audience et aller plus loin. Il n'y a pas eu de concertation formelle seulement avec les slameurs. Parce que si je devais faire tous les secteurs avant cette rencontre, on aurait mis plus de temps. Mais les concertations pour la déclinaison opérationnelle du programme, on les fera au fur et à mesure. La question du remboursement des dettes, ça c'est la question que je savais, je m'y attendais. Je l'attendais dans ma première question. C'est bien, c'est une très belle initiative. Moi, j'encourage ça. Vivement qu'on puisse vraiment concrétiser tout ce dont on vient de nous parler, tu vois. Aujourd'hui, c'est exactement de ça. C'est exactement de ça que la musique béninoise, que le domaine culturel a besoin. On a vraiment besoin d'une rénovation, des réformes, en fait, pour tout reprendre, pour que les choses prennent encore de plus belles couleurs. Voilà. Et maintenant, c'est des initiatives comme ça qu'il faut encourager. Prions que le ministre, avec ses collaborateurs, que le gouvernement puisse vraiment réaliser toutes ces choses-là, qui vraiment feront du Bénin, un grand pays, une grande industrie musicale, une industrie où la culture, l'art apporte quelque chose de grand au développement. Voilà. Ce qui m'a marqué, moi, c'est le fait de voir qu'il y aura beaucoup de réformes par rapport aux redevances, parce que c'est très important. Les redevances, au niveau du Bibliodra, les réformes aussi, il a parlé aussi de l'actualisation du personnel aussi, parce qu'aujourd'hui, le principal problème qu'on a, c'est le fait qu'il y ait des personnes non qualifiées à des endroits qu'il faut. Tu comprends? Qu'il ne faut pas du moins. Des gens qui ne maîtrisent pas vraiment le sujet et qui sont à des postes et qui constituent des freins. De nouveautés que le ministre a apportées, et puis il y a beaucoup d'injustices qui ont été rectifiées. Selon ce qu'il est en train de dire, il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées entre-temps. Et maintenant, ces choses-là vont changer, selon ce qu'il a dit. Donc, on attend de voir dans un futur proche ce qu'il va faire. Et j'espère que par la même occasion, ils vont profiter aussi pour aborder les questions de promotion. Parce que, bon, nous qui avons eu un peu la chance de sortir du pays, bon, quand on sort et qu'on va sur les autres chaînes, on ne joue pas des artistes béninois sur les autres chaînes. Mais quand on est chez nous ici, c'est pratiquement les artistes étrangers qui ont pris d'assaut les chaînes. Vous voyez? Donc c'est un véritable problème dans ce qu'il est en train de proposer, parce que tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui va prévoir que ça soit du 50-50 tout au moins, sinon normalement ça devait être du 75% national et puis 25% extérieur, tant qu'il n'y aura pas ça, il y aura toujours un problème de promotion des artistes qui va se poser au Bénin. Mais vous savez, si tout ce que le ministre a exposé tout à l'heure, s'il pouvait se réaliser dans le temps et dans l'espace, moi je pense que nous franchissons l'ère de Eldorado artistique au Bénin. Mais je crains qu'il resterait peut-être quelque chose de tout ce qui a été dit et qui ne soit pas fait à l'échéance fixée par le ministre. Mais j'ai foi. C'est un ministre que je connais bien. J'ai foi et je crois que cela va se réaliser si nous-mêmes, acteurs culturels, si vous voulez, on y prend soin, si on y croit, si on s'y adonne. Ça va se réaliser. Donc, tout ce que le ministre a dit, pour moi,
c'est beau, c'est très bon, je m'adhère et je crois que mon avenir est radieux désormais. Vous savez, en notre temps, il y avait les sessions, les sous-sessions, théâtre, musique, danse dans les collèges. Et si le gouvernement de la rupture pense que c'est ça qui a fait de ces stars ou je ne sais pas, de ces artistes bien connus aujourd'hui, pourquoi ne pas pérenniser ça? Pourquoi ne pas penser à aller dans ce sens-là pour créer d'autres valeurs pour le Bénin plus tard? Il a bien dit que le Bénin, sur le plan international, ça ne va pas effectivement. Mais ceux-là qui sont passés avant nous, ou bien nous qui passons en ce moment, nous avons fait quelque chose pour notre pays. Maintenant, nous craignons l'avenir après nous. Je pense que lorsqu'on regarde ce programme d'action et aussi qu'on écoute le ministre Omeki, vraiment ça fait rêver. Le défi, c'est le comment. Associer des bonnes personnes, véritablement des personnes qui sont passionnées, qui ont la flamme de faire bouger les choses. Et c'est surtout une question de logique et d'organisation. Le Bénin, si aujourd'hui nous en sommes où nous en sommes, c'est parce que nous n'avons pas eu énormément d'organisation. Donc aujourd'hui, il faut repenser l'organisation. Il faut être capable de pouvoir identifier des personnes qui ont la flamme, véritablement que les choses bougent, leur donner des moyens et de faire en sorte que ces choses-là bougent. Parce que sans cela, lorsque ça va toujours être s'enrichir au niveau personnel, ça va rester comme ça reste. Mais je pense qu'en tant qu'acteur culturel, ce que nous devons faire, c'est véritablement de rêver, d'oser et de nous donner les moyens financiers d'imposer le respect. Il y a énormément de choses qui sont très convaincantes. Si nous nous armons de stratégies, si nous utilisons nos ambassades, si nous utilisons véritablement les forces et que nous sommes véritablement stratégiques, nous pouvons véritablement réussir tout ce qui a été dit. Mais comme j'ai, il manque énormément d'organisation, de patriotisme qui va faire que les gens vont véritablement travailler pour la nation et non pour leur poche. Je pense que ce sont des choses qui sont très importantes. Nous devons les intégrer au niveau personnel pour réussir parce que sinon, on aura encore des gouvernements et puis nous en serons toujours où nous en sommes. Mais nous, en tant qu'acteurs culturels, nous allons faire ce que nous avons à faire. Nous sommes issus d'une génération qui en a marre des discours, qui veut agir. Nous, déjà, nous essayons d'agir et nous allons toujours bousculer l'action. Et ça, c'est un fait. Nous allons le faire.